Bonsoir et bienvenue dans Euronews Soir pour un tour d'horizon de l'actualité européenne et internationale ce mardi 6 novembre. À la une ce soir, la poursuite du périple d'Emmanuel Macron pour le centenaire de l'armistice. Il l'a conduit ce mardi aux Éparges, à Verdun et à Reims. Le président français a annoncé l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix et à travers lui de ses frères d'armes. Nous vous parlerons aussi de ces soldats africains issus des colonies qui ont combattu auprès des Français. Plus d'un demi-million furent mobilisés. C'est le grand jour aux États-Unis. Les Américains votent pour renouveler le Congrès, un pari pour Donald Trump. Ces élections sont généralement plutôt favorables à l'opposition. Et en fin de journal, la sortie en salle d'un film saisissant sur la tragédie du Kursk. 18 ans après, le Danois Thomas Vinterberg fait le récit du drame. Les Éparges, Verdun, des symboles de l'enfer de la Première Guerre mondiale. Au deuxième jour de son périple, marquant le centenaire de l'armistice, Emmanuel Macron s'y est rendu pour un hommage à ces poilus qui pensaient combattre la der des der. L'occasion d'une annonce, elle aussi chargée de symboles. Voyez ces sujets de Vincent Ménard et Johan Giametta d'Angelo. C'est à la nécropole nationale de Douaumont, tout près de Verdun, qu'Emmanuel Macron a poursuivi ce mardi son itinérance sur les lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. Le chef de l'État s'est recueilli au milieu des tombes de 16 142 soldats français tombés au champ d'honneur pendant la Grande Guerre. Il s'est ensuite rendu au sein de l'ossuaire où reposent les restes de 130 000 militaires français et allemands morts durant ce qui devait être la der des der. Entouré de 2 enfants, il a ravivé la flamme du souvenir dans un lieu qui est aussi le symbole de la réconciliation entre les ennemis d'hier. C'est ici même, en 1984, que François Mitterrand et Helmut Kohl s'étaient recueillis, main dans la main. Aux morts. C'est la première fois. Donc Monseigneur Ginisti, alors évêque de Verdun, a recueilli tous les ossements sans distinction de nationalité. Français et Allemands sont unis dans la mort. C'est le premier lieu de réconciliation. Depuis l'immédiate après Première Guerre mondiale, les Allemands viennent se recueillir ici au même titre que les Français. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait visité Fleury-devant-Douaumont, l'un des 8 villages de la Meuse totalement détruits pendant la bataille de Verdun en 1916 et laissé depuis à l'abandon. Les héros de la Première Guerre mondiale au tombeau des grands hommes. En pleine commémoration du centenaire de 14-18, le président français Emmanuel Macron a annoncé l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix. Un romancier dont l'œuvre relate avec effroi le souvenir de la Grande Guerre. Mais l'écrivain ne sera pas le seul à entrer au Panthéon. D'autres civils et militaires, sans oublier des femmes, auront le droit à leur hommage à titre collectif. Le Panthéon est la dernière demeure de celles et ceux qui ont marqué l'histoire de France. Le 1er juillet 2018, les dépouilles de Simone Veil et de son mari, ancienne femme politique et rescapée d'Auschwitz, ont été transférées dans ce lieu de mémoire. En mai 2015, sur décision de François Hollande, un hommage de la nation a été rendu au Panthéon à 4 résistants de la Seconde Guerre mondiale. En fin d'après-midi, Emmanuel Macron s'est rendu à Reims où il a retrouvé le président malien pour un hommage aux troupes coloniales. Retour sur la contribution et le lourd tribut payé par ces contingents africains avec Sandrine Delorme. Sous le drapeau français, pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à 8 410 000 soldats seront mobilisés. Environ 600 000 viendront des colonies. Des tirailleurs sénégalais, algériens, tunisiens, des soldats de Madagascar, d'Indochine, d'Asie, d'Océanie, des fantassins marocains. 72 000 combattants de l'ancien empire français perdront la vie dans les tranchées pour la France. Par rapport au déroulement des combats, il faut savoir que les soldats marocains sont engagés dans toutes les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. 40 000 Marocains, 200 000 Sénégalais étaient engagés dans la Grande Guerre. Leur mémoire a été difficile à préserver.
Alors, il y a peut-être eu, bien sûr, des soldats, lorsqu'ils sont rentrés au pays, qui ont raconté, mais cette mémoire orale, hélas, elle a disparu. Donc, il n'y a pas les témoignages que l'on peut avoir, par exemple, en France, quand on étudie l'histoire des poilus de la guerre de 14-18. Et 10 ans après Jacques Chirac et l'inauguration d'un mémorial dédié aux combattants musulmans à Verdun, Emmanuel Macron rend un hommage particulier à son tour à ses troupes dites indigènes pour le centenaire de 14-18. Étrange écho mémoriel, la Seconde Guerre mondiale est elle aussi dans l'actualité aujourd'hui avec le procès de cet ancien garde d'un camp de concentration nazi, âgé aujourd'hui de 94 ans. Derrière la silhouette frêle de ce vieil homme, un ancien garde du camp de concentration nazi de Stutthof. Aujourd'hui âgé de 94 ans, il comparaît à Münster en Allemagne pour complicité de centaines de meurtres. Cet homme est accusé d'avoir servi à plusieurs reprises entre juin 1942 et septembre 1944 dans ce camp situé à 40 km de Gdansk en Pologne, le premier établi en dehors du territoire allemand. Il avait alors entre 18 et 20 ans. Face à lui, 74 années plus tard, les représentants de 17 parties civiles, pour la plupart des descendants de victimes, pour qui ce procès est symbolique. Pour les plaignants, la question n'est pas d'envoyer ce vieil homme de 94 ans en prison et de le voir souffrir. La question est que justice soit faite, même si ce n'est qu'une infime partie. Ma grand-mère a passé toute sa vie à raconter son histoire. Et c'est juste une autre façon incroyable pour les gens de connaître cette histoire et d'en savoir plus sur les victimes de l'Holocauste. Le fait même de raconter cela, c'est lui rendre justice. L'accusé devrait prendre la parole pour s'expliquer selon son avocat. Le camp de Stutthof a été établi en 1939. 65 000 personnes y ont perdu la vie. En France, toujours retour sur la grogne suscitée par la hausse du prix des carburants. Le président promet une aide au transport de 20 € par mois pour ceux qui sont le plus éloignés de leur travail. Pas sûr que cela suffise à apaiser les esprits et les portefeuilles. Cyril Fourneris vous en dit plus. Des routes bloquées et des bouchons interminables, des scènes que pourraient revivre les Français le 17 novembre. Un mouvement de protestation contre la hausse des prix du carburant rassemble depuis quelques jours des milliers d'automobilistes sur les réseaux sociaux. Dans plusieurs régions, les blocages des grands axes s'organisent sur Facebook. Munis de gilets jaunes, les manifestants pourraient bien quadriller l'Hexagone en week-end, comme le montre cette carte interactive réalisée par un contestataire. Une pétition pour la baisse des prix du carburant a par ailleurs recueilli quelques 800 000 signatures. Ce mardi, depuis Verdun, Emmanuel Macron a assuré qu'il ne reculerait pas, mais a proposé d'aider les Français les plus modestes. Moi, c'est un peu la double peine. Je n'ai pas les moyens d'habiter à côté de l'endroit où je travaille. Je suis un courageux ou une courageuse. Je me lève tous les matins pour aller travailler et moi, on me pénalise. Donc eux, il faut pouvoir les aider. Les prix du samplon et du gazole ont augmenté d'une vingtaine de centimes sur un an en France jusqu'à atteindre leur plus haut niveau en plus d'une décennie. Mais le carburant à la pompe reste moins cher que dans certains pays voisins. On estime qu'un quart de la hausse des prix est due à l'augmentation de la TICPE, une taxe sur la transition écologique. Le reste, et donc la majeure partie, est lié à l'augmentation des prix du baril de pétrole. S'il a obtenu la sympathie de plusieurs représentants politiques, les partis d'opposition, comme les syndicats, ont jusqu'ici gardé leur distance vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Seul le Rassemblement national l'a officiellement soutenu. C'est un pays en campagne électorale quasi permanente. 2 ans après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les Américains votent à nouveau pour renouveler le Congrès, mais pas seulement. Explication et résumé des enjeux avec Vincent Ménard et Sandrine Delorme. Beaucoup de monde dans les bureaux de vote aujourd'hui aux États-Unis pour les élections de mi-mandat. Il s'agit pour les Américains de désigner leurs représentants au Congrès. Selon les sondages, les démocrates pourraient obtenir la majorité à la Chambre des représentants, tandis que les républicains garderaient le contrôle du Sénat, dont on renouvelle un tiers des sièges. Ce scrutin, presque toujours défavorable au pouvoir en place, a aussi des allures de référendum pro- ou anti-Trump. Le président a lui-même activement participé à la campagne électorale en affichant une ligne dure sur la question des migrants.
Les électeurs à qui nous avons parlé veulent vraiment entendre ce message d'intransigeance à la frontière qui a propulsé Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Mais l'élection de Donald Trump a déclenché autre chose chez les femmes. Le nombre de candidates a atteint un record en 2018 et nous constatons également que les femmes participent en masse à ce scrutin. Lors du vote anticipé, elles se sont plus mobilisées que les hommes. Globalement, la participation a augmenté dans l'ensemble du pays. Plus de 35 millions de personnes ont déjà voté par anticipation ou par procuration, ce qui est davantage que lors des précédentes élections de mi-mandat. Ali Vitale, NBC News for Euronews, Cleveland, Ohio. C'est en novembre 2016 que Donald Trump a remporté la Maison-Blanche après une campagne électorale controversée. Le businessman milliardaire, devenu politicien, à la fois adulé et détesté, même dans les rangs républicains, a promis de bouleverser la politique américaine en balayant tout ce dont il a hérité de ses prédécesseurs ou presque. Des accords commerciaux terribles, une politique étrangère désastreuse. Les démocrates font des manifestations, les républicains créent des emplois. 2 ans plus tard, les électeurs sont désormais seuls juges. Donald Trump a-t-il vraiment rendu l'Amérique plus grande? Ces élections de mi-mandat sont plus que jamais vues comme un référendum sur la politique menée par le maître de la Maison-Blanche. Les élections sont extrêmement significatives car Donald Trump est le président le plus controversé des États-Unis, celui qui polarise le plus. Ces élections décideront d'un contrôle de la présidence Trump ou bien Trump se sentira en terrain conquis et restera incontrôlable pour les 2 ans à venir. Lors des élections de mi-mandat, les électeurs doivent renouveler les 2 chambres du Congrès qui votent les lois. Les résultats sont donc déterminants pour l'avenir de la gouvernance de Trump. Ils votent pour changer l'ensemble des 435 élus de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, soit 35 postes de sénateurs. Ils votent aussi pour élire 39 nouveaux gouverneurs dans 36 États américains et renouveler une partie des chambres législatives locales. Les républicains dominent à ce jour les 2 chambres du Congrès, mais il n'est pas rare que tout bascule lors de ces élections de mi-mandat. Seuls 2 présidents y ont échappé dans l'histoire politique du pays, Roosevelt et George W. Bush. Pendant la campagne, Trump est monté au front, tout comme Obama pour les démocrates, portant 2 visions différentes. Cette élection décidera si nous construisons sur l'extraordinaire prospérité que nous avons libérée ou si nous laissons les démocrates radicaux prendre le contrôle du Congrès et démolir notre économie et notre avenir. L'Amérique est à la croisée des chemins. La protection santé de millions d'Américains est en jeu. Un traitement équitable des familles de travailleurs est en jeu. Et plus important, la nature de notre nation est en jeu. Les élections de mi-mandat sont scrutées au-delà des frontières américaines, car les décisions de Trump ont des répercussions internationales. Cela inclut la politique commerciale, telle que commencer à commercer avec la Chine, mais aussi la politique étrangère. Qui nous soutenons, quel type d'aide nous fournissons à nos alliés dans le monde et comment nous traitons nos adversaires. Pour Donald Trump, beaucoup de choses peuvent donc se passer à mi-parcours. Les sondages entre démocrates et républicains sont serrés dans de nombreuses courses électorales. Vous vous en souvenez sans doute, l'histoire du Kursk, ce sous-marin russe qui avait sombré avec son équipage en août 2000, avait ému bien au-delà des frontières russes. Un film relate le huis clos vécu par ces hommes pendant le drame. C'est l'histoire vraie de ce sous-marin nucléaire russe qui sombra en mer de Barents avec 118 hommes à bord. 18 ans après, le réalisateur danois Thomas Vinterberg raconte le drame du Kursk et l'angoisse de ces 23 survivants qui ne furent pas tués sur le coup par l'explosion des torpilles, mais qui attendirent en vain les secours. La tragédie du Kursk, je ne la connaissais que très superficiellement. Mais une chose est restée en moi, des impressions que j'avais eues en écoutant les nouvelles. Et c'était les coups sur la coque du Kursk, cet appel à l'aide. Thomas Vinterberg dit ne pas avoir voulu politiser son film et le personnage de Vladimir Poutine en est absent. Le refus de l'aide occidentale fut pourtant bien une décision politique. Le Belge Matthias Schoenaerts incarne un lieutenant faisant partie des survivants.
Il est le chef et le protecteur, il est le père, le chef spirituel et mental de cette équipe. Et il est dans l'armée russe depuis de longues années. Koursk sortira dans les salles françaises et européennes ce mercredi. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site internet. Très belle soirée à tous.